sur les questions de philosophie et d'éthique de la psychiatrie, qu'elle propose d'aborder par la philosophie féministe des sciences, que j'ai déjà pu moi vous mentionner lors de ma conférence, donc vous allez en entendre parler un peu plus, et l'épistémologie sociale. Elle s'intéresse notamment au problème de la médicalisation, de la catégorisation, des injustices épistémiques et du militantisme en psychiatrie. Et elle va nous présenter des éléments de ses recherches doctorales qu'elle a bientôt poursuivies là au cours de son post-doctorat. Voilà, je te laisse la parole, Anne-Marie. Merci Elodie, merci beaucoup tout le monde d'être présent sur Zoom ou en présentiel. Donc merci pour l'invitation. Je vais partager mon PowerPoint à l'instant. Donc je commence. Donc comme Elodie l'a dit, je travaille sur plusieurs thématiques qui sont liées à la psychiatrie. Notamment la médicalisation, qui est le fait de considérer certaines conditions comme appartenant au domaine médical. Et donc, lié à ce thème-là, aujourd'hui, ce dont je vais parler, c'est la définition du concept de trouble mental qui est au centre du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, qui, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, ce qu'on appelle un peu la Bible de la psychiatrie américaine, nord-américaine, au sens où c'est dans le fond le manuel qui contient toutes les catégories de diagnostics utilisées en psychiatrie, principalement nord-américaine, mais il y a de la diversité sur quel genre d'outils diagnostiques on utilise à travers le monde. Mais en tout cas, moi, étant basée au Québec, c'est l'outil qui est utilisé le plus souvent. Donc, c'est celui qui m'intéresse. Donc, c'est ça, je vais vous parler du concept de trouble mental, puis je vais poser la question, est-ce que le trouble mental, ce concept-là, il est objectif? Et on va réfléchir ensemble un peu à qu'est-ce que ça veut dire pour un concept ou une théorie scientifique d'être objectif. Donc, c'est le plan pour aujourd'hui. Mais si on va dans davantage de détails concernant le plan de la séance, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais vous présenter un bref historique de la controverse qui a touché la définition du trouble mental en psychiatrie. Comprendre un peu pourquoi on s'est posé la question qu'est-ce que le trouble mental. Ensuite, je vais vous présenter des positions plus philosophiques, faire un vraiment bref tour d'horizon sur les positions philosophiques et leurs problèmes. Et ensuite, je vais proposer une solution qui a été la mienne dans ma tête, puis que je défends toujours. Donc, je vais vous la proposer, puis je serai curieuse d'avoir vos retours sur cette proposition-là. Donc, voilà. Donc, on commence avec l'historique de l'émergence du questionnement sur la définition du trouble mental. OK. Donc, il faut savoir que autour des années 50, 60 et avant, la psychiatrie est davantage orientée vers des approches psychosociales, psychoanalytiques. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas, à proprement parler, de définition officielle du trouble mental. C'est-à-dire que la psychiatrie n'a pas nécessairement senti le besoin de définir avec vraiment des frontières claires qu'est-ce que c'est que le trouble mental, où ça commence, où ça s'arrête. Par contre, au tournant des années 60-70, la psychiatrie devient la cible de plusieurs critiques. Ces critiques-là viennent un peu de toutes parts et visent différents éléments de la psychiatrie. Donc, on peut penser à certaines critiques qui visaient l'efficacité des traitements en psychiatrie, où dans les années 60-70, plusieurs patients étaient simplement institutionnalisés, c'est-à-dire qu'ils étaient comme enfermés, si on veut, dans les hôpitaux, mais il n'y avait pas, à proprement parler, de traitements disponibles et efficaces qui allaient guérir les patients, comme on pouvait le voir dans d'autres branches de la médecine qui, elles, se dotaient tranquillement de moyens technologiques pour guérir. Donc, la psychiatrie semble moins efficace que le reste de la médecine, c'est un premier problème. Et les conditions dans lesquelles se trouvent les patients sont elles aussi critiquées. Donc, on compare souvent les conditions de vie des patients aux conditions d'une prison. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux éthiques et politiques qui apparaissent au tournant des années 60-70 et qui remettent en question, entre autres, la psychiatrie comme une branche légitime de la médecine et comme toutes ces critiques-là remettent en question également son statut scientifique. Donc ça, c'est un peu la situation dans les années 60-70. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est deux éléments historiques qui ont favorisé l'émergence du questionnement spécifique sur la définition du trouble mental. Et donc là, vraiment, c'est des mouvements qui sont
classiques dans la littérature en histoire de la psychiatrie sur pourquoi on s'est posé la question du trouble mental, donc je vous les rapporte. Donc, le premier moment, c'est ce qu'on appelle le mouvement antipsychiatrique. Donc, le mouvement antipsychiatrique est très, très hétérogène, mais il y a une critique qui est super importante pour l'émergence du questionnement sur le trouble mental, c'est ce qu'on appelle la thèse de la pathologisation de la déviance sociale. Et donc, il y a de plus en plus d'auteurs qui accusent la psychiatrie de pathologiser, de rendre pathologique des états qui sont simplement déviants socialement. Okay? Comme par exemple, on pourrait penser à un exemple que j'utilise souvent, c'est le végétarisme et le féminisme ont déjà été considérés comme des troubles mentaux. Okay? Et donc là, c'est ce genre de choses-là dont parle le mouvement antipsychiatrique. Est-ce qu'en faisant ce genre de mouvement-là de pathologisation, la psychiatrie n'est pas en train de pathologiser la simple déviance sociale et d'utiliser un peu son statut scientifique médical pour contrôler des individus dans la société? Une façon que certains auteurs ont eu de parler de ce phénomène-là, c'est par l'introduction du concept de mythe de la maladie mentale. Okay? Donc, plusieurs auteurs, notamment Thomas Stas, ont défendu que le concept de maladie mentale était simplement un mythe, au sens où il n'y aurait rien de scientifique derrière le concept, ça serait seulement la projection de valeurs sociales et culturelles dominantes. Donc ça, évidemment, si le mouvement psychiatrique a raison, ça remet en question le statut scientifique de la psychiatrie, au sens où on a envie de dire que la psychiatrie ressemble davantage à un outil politique qu'à un outil scientifique. Deuxième moment historique qui explique l'émergence des questionnements sur le trouble mental, c'est la crise entourant le diagnostic d'homosexualité. Donc, avant 1973, l'homosexualité est considérée comme un trouble mental, c'est considéré comme une perversion de l'instinct sexuel. Après 1973, l'homosexualité va être retirée du DSM et donc va être ce qu'on appelle dépathologisée, sera plus considérée en tant que telle comme une maladie mentale. Par contre, même si on peut saluer, disons, ce mouvement-là de dépathologisation de l'homosexualité, la raison pour laquelle on dépathologise l'homosexualité, c'est parce qu'il y a eu un gros mouvement de pression pour les droits des personnes homosexuelles pour retirer l'homosexualité des diagnostics en psychiatrie. Et donc là, encore une fois, l'espèce de suspicion entourant le statut scientifique de la psychiatrie demeure, au sens où si c'est vrai que c'est des groupes de pression qui expliquent pourquoi certaines catégories se retrouvent dans le DSM, où est la science là-dedans? Okay. Donc, encore une fois, ce mouvement-là remet en question le statut scientifique de la psychiatrie. Et là, juste pour résumer ce que je viens de dire, pour que ce soit clair pour tout le monde, dans le fond, ce genre de mouvement-là a eu plusieurs impacts. D'une part, ça reconnaît l'influence des valeurs sociales et culturelles sur les catégories psychiatriques et sur notre conception médicale du trouble mental. Ça souligne le besoin d'une définition claire de trouble mental, surtout pour le cas de l'homosexualité. Hein, si comme science, vous êtes accusé que votre concept est flou, que vous pathologisez la déviance sociale, etc., ben, pour vous défendre, si vous voulez défendre que le trouble mental est un concept scientifique, ben, vous devez définir qu'est-ce que c'est. Okay? Donc, c'est comme si le vide conceptuel entourant le concept de trouble mental dans le DSM était comme pointé, ciblé par ces critiques-là. Ça met en évidence le problème de vide conceptuel de la psychiatrie sur son concept de trouble mental. Et aussi, ça met en lumière l'urgence de fonder le caractère scientifique de la psychiatrie par son concept de trouble mental. Donc là, d'une certaine façon, étant donné toutes ces critiques-là, la psychiatrie doit se défendre, elle doit prouver qu'elle est une science au même titre que le reste de la médecine. OK. Et donc, la psychiatrie américaine tente de répondre à ces critiques-là, notamment en produisant une définition formelle du trouble mental dans le DSM. Et donc, à partir de 1980, elle va élaborer une définition qui va rester à peu près la même de 1980 à aujourd'hui. Et on peut lire ensemble la définition. Donc, il y a cinq éléments, mais on va s'attarder davantage sur certains de ces éléments-là. Mais donc, pour le DSM, le trouble mental, c'est un syndrome caractérisé par des perturbations cliniquement significatives. Ces perturbations reflètent un dysfonctionnement dans les processus psychologiques, biologiques ou développementaux. Ces perturbations sont généralement associées à une importante détresse ou à un handicap dans les activités sociales, professionnelles et autres.
la perturbation n'est pas une réponse prévisible ou culturellement approuvée à un stress ou une perte. Et ces perturbations-là ne sont pas simplement des comportements socialement déviants, n'expriment pas seulement un conflit entre l'individu et la société. Et donc, ça fait beaucoup d'éléments, mais par la suite, il y a des philosophes, des travailleurs sociaux qui se sont intéressés à cette définition-là, puis ils ont fait ressortir donc deux critères importants sur lesquels je vais m'attarder. Donc, au fond, ce que le DSM nous dit, ce que la psychiatrie américaine nous dit à partir de 1980, c'est que le trouble mental, c'est quelque chose qui cause un préjudice en termes de détresse ou de handicap, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas seulement de la détresse ou du handicap, qui suggère la présence d'une dysfonction, d'une perturbation, quelque chose cloche chez la personne. Et c'est pour ça qu'on parle de trouble mental, par contraste avec d'autres choses qui pourraient causer des préjudices, par exemple, ou la détresse. C'est par exemple la pauvreté peut causer préjudice, détresse, mais on ne pense pas qu'il y a une dysfonction derrière la pauvreté. Donc, il y a ces deux éléments-là. Et ce qu'il faut bien voir quand on fait l'historique de cette définition-là, c'est que la notion de dysfonction ici, elle sert vraiment la psychiatrie dans sa tentative, dans sa quête de retrouver son statut scientifique. Okay? Donc, en introduisant la notion de dysfonction, la psychiatrie pense introduire une notion scientifique, donc indépendante des valeurs, et donc elle vient d'une certaine façon répondre aux controverses qui ont entouré son statut scientifique. Elle vient fonder le caractère scientifique de la psychiatrie en introduisant ce concept de dysfonction qui est perçu comme scientifique et indépendant des valeurs. Je passe rapidement là-dessus, on pourra en discuter si vous en avez envie pendant la période de questions, mais en ce qui concerne les deux éléments centraux de la définition du DSM, l'idée qu'un trouble mental doit causer un préjudice, un handicap, c'est plus ou moins accepté dans la littérature, on pourrait dire qu'il y a un consensus. Mais l'idée que la dysfonction est une notion scientifique indépendante des valeurs et qu'elle peut fonder le caractère scientifique de la psychiatrie est beaucoup plus débattue. Okay? Donc, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été élaborées contre cette idée-là. Mais ce qu'il faut voir, j'en parlais un petit peu tantôt quand je présente les positions philosophiques, c'est que si la notion de dysfonction ne peut pas assurer le statut scientifique de la psychiatrie, mais la psychiatrie ne peut pas vraiment répondre à ces critiques qui ont visé son caractère scientifique. Donc, il y a quand même un enjeu là pour la psychiatrie puis pour ses ambitions de prétendre au titre de science. Si cette notion-là échoue dans ses ambitions de fonder le caractère scientifique de la psychiatrie, la psychiatrie n'a pas de fondement scientifique, ce qui peut apparaître problématique. OK, je passe peut-être rapidement là-dessus. Je fais juste mentionner au passage que je présente l'émergence du débat comme un débat historique. Hein, donc, il y a certains facteurs qui mènent à l'émergence d'un débat, la psychiatrie répond, etc. Mais je voudrais pas suggérer par là que le débat est plus d'actualité, que c'est seulement un débat historique. Aujourd'hui, il y a encore des débats sur qu'est-ce que c'est qu'un trouble mental. Est-ce que même le trouble mental existe comme concept ou est le meilleur concept qu'on devrait utiliser en psychiatrie? Puis juste pour vous mentionner deux manifestations de ce débat-là plus contemporaines. Une première manifestation, c'est la critique de la surmédicalisation des problèmes normaux de vie, qui est un peu différent des critiques historiques. L'idée aujourd'hui de plusieurs personnes, c'est que on remet pas vraiment en question l'existence des troubles mentaux. Donc, on pense pas nécessairement que le trouble mental est un mythe. On pense que la psychiatrie est allée trop loin dans ce qu'elle considère être de son domaine ou de son ordre. Okay? Donc, plusieurs personnes vont dire que la psychiatrie a un concept de trouble mental trop inclusif, qu'il y a un enjeu de démarcation entre le normal et le pathologique, mais que la psychiatrie a conçu comme pathologique des choses qui ne devraient pas l'être, qui sont en dehors du pathologique. Vous avez peut-être déjà vu ça déjà entendu parler de ça avec le TDAH, hein, le trouble d'attention avec hyperactivité. Il y a plusieurs personnes qui disent que pour plusieurs enfants, notamment diagnostiqués avec ce trouble-là, mais en fait, c'est pas du tout un trouble, c'est juste une façon normale de vivre qui est plus tolérée en société, mais ça ne devrait pas être considéré comme une pathologie. Donc, juste pour vous mentionner que encore aujourd'hui, ce genre de débat-là existe. Puis vous avez peut-être aussi vu
ce genre de choses-là, ont entendu ce genre de choses-là. Il y a aussi des mouvements de personnes qui ont reçu un diagnostic qui refusent l'idée que leur condition est déficitaire. Okay? C'est sûr que dans l'idée de trouble mental, il y a l'idée de dysfonction, de déficit, quelque chose tourne pas rond chez l'individu. Il y a des approches alternatives à ça, notamment motivées par des personnes qui ont reçu un diagnostic, qui remettent en question cette idée-là, qui disent, mais dans le fond, les conditions diagnostiquées par la psychiatrie sont peut-être différentes, minoritaires, mais elles ne sont pas pathologiques déficitaires. Et donc, vous allez voir ça beaucoup, par exemple, avec le diagnostic de l'autisme, avec aussi les personnes qui font l'expérience de psychose, donc qui entendent des voix, ils vont dire, ben, c'est pas nécessairement dysfonctionnel, c'est juste une façon différente de se rapporter au monde. Il n'y a pas de raison de pathologiser. Donc, j'entre pas dans les détails ici, c'est juste pour vous mentionner que ces débats-là existent et donc la question de la définition du trouble mental est toujours d'actualité. OK. Mais donc, disons que dans l'historique où est-ce qu'on s'est laissé, on disait que la psychiatrie en tout cas, fait face à certains problèmes au niveau de sa définition du trouble mental, notamment au niveau de la dysfonction. Et ça a intéressé beaucoup les philosophes de la psychiatrie, les philosophes de la médecine. Donc, en philosophie, il y a comme un grand débat qui a visé la définition de la santé de la maladie et donc la santé mentale, maladie mentale. Et généralement, on parle de 3 positions clés dans le débat. Donc, le naturalisme, la position hybride et le normativisme. Je vais vous présenter une reconstruction du débat. Il y aurait d'autres façons de le faire. Là. C'est juste que pour mettre en lumière certains éléments qui, moi, m'intéressent, j'utilise cette reconstruction. OK. Donc, pour les philosophes, l'un des enjeux principaux de la définition du trouble mental, c'est la place, le rôle des valeurs sociales et culturelles dans la définition. Okay? Et ça fait un lien vraiment avec comment le débat a émergé réellement en psychiatrie. Hein. C'est ça qu'on accusait la psychiatrie de pathologiser la déviance sociale, d'être victime des pressions des groupes de patients ou des groupes pour les droits des personnes homosexuelles. Donc, l'enjeu, c'est est-ce que la psychiatrie a comme concept de trouble mental un concept qui est fondé sur les valeurs sociales et culturelles? Et pour plusieurs personnes, si c'est le cas, ben, c'est un problème pour la psychiatrie. Donc, reconstruction du débat selon 2 approches principales. L'approche objectiviste des fonctions naturelles, qui est défendue notamment par Christopher Borst et aussi par Jerome Wakefield. Pour eux, ultimement, la démarcation entre le normal et le pathologique est fondée sur la nature, okay, avec cette idée de dysfonction. Et donc, si on est capable d'identifier dans la nature c'est quoi une fonction, c'est quoi une dysfonction, on va être capable de sortir la psychiatrie de ces problèmes, parce que dans le fond, on va dire, ben, la notion de dysfonction, c'est indépendant des valeurs sociales et culturelles. Donc, c'est correct, hein, la psychiatrie n'a pas de problème de scientificité. De l'autre côté, vous avez plusieurs auteurs, autrices, qui défendent l'idée que la définition de la santé et de la maladie, y compris la santé et la maladie mentale, c'est toujours ultimement fondé sur des jugements de valeurs sociaux, culturels, subjectifs, etc. Donc, vous avez 2 positions. Une position qui dit le trouble mental, c'est en regardant la nature qu'on peut savoir où est-ce que ça s'arrête. Et vous avez l'autre approche, constructiviste, normativiste, qui dit le trouble mental, ça s'arrête là où les valeurs sociales et culturelles veulent que ça s'arrête. Il y a des problèmes avec chacune des approches. Vous avez pour l'approche objectiviste des fonctions naturelles, le principal problème identifié, c'est que même si cette approche-là dit que la dysfonction est absolument indépendante des valeurs scientifiques, etc., de ça, on pourrait savoir que, par exemple, je sais pas moi, entendre des voix, c'est anormal parce que la nature nous dit que c'est anormal. Dans les faits, c'est pas si facile que ça d'utiliser la notion de dysfonction sans référence ultimement à des valeurs. Fait qu'il y a comme toute une littérature qui a critiqué cette idée-là que la notion de dysfonction était indépendante des valeurs. Il semble que presque toujours, on utilise des valeurs pour tracer la ligne entre le normal pathologique. Fait que ça, c'est les problèmes qui ont été pointés pour l'approche objectiviste des fonctions naturelles. L'approche constructiviste, elle, la critique est un peu différente. On dit, c'est peut-être vrai, en fait, que les valeurs sont ultimement ce qui nous permet de tracer la ligne entre le normal et le pathologique. Or, dire ça nous aide pas du tout à répondre
aux critiques qui avaient visé la psychiatrie et son statut scientifique. Okay? Dans une certaine façon, ça donne raison aux critiques qui ont visé la psychiatrie, qui disent que la psychiatrie possiblement pathologise la déviance sociale, etc. Donc, l'approche constructiviste, elle donne pas d'outils à la psychiatrie pour défendre son titre de science. Okay? D'une certaine façon, elle va avec les critiques qui ont visé la psychiatrie. Elle emboîte le pas. Plusieurs philosophes, face à ce débat-là, puis je ne sais pas si vous voyez les dates, là, mais on parle des premières élaborations de ces positions-là dans les années 1970 jusqu'à aujourd'hui. Donc, le débat s'est structuré comme ça entre l'approche objectiviste des fonctions naturelles et l'approche constructiviste. Puis, à partir des années 2010, il y a plusieurs auteurs qui se sont mis à dire on dirait que le débat fait face à une impasse. On a deux positions, elles ont leur faiblesse, mais on n'est comme pas capable de passer par-dessus. Et donc, c'est la question qui m'a intéressée, moi, dans ma thèse. Comment dépasser l'opposition? Okay, on a deux positions qui semblent intéressantes, mais elles ont toutes deux leurs problèmes. Comment on fait pour dépasser ça? Et la piste de solution qui m'a semblé la plus prometteuse, c'est celle que j'ai défendue, c'est l'introduction de ce qu'on appelle les modèles sociaux de l'objectivité scientifique pour penser cette tension entre faits et valeurs sur la définition de la santé mentale. Donc, les modèles sociaux de l'objectivité scientifique prennent au sérieux la thèse de la construction sociale de la connaissance et celle de la nature perspectiviste de la connaissance. Et donc, ça pourrait, selon moi, être intéressant pour réfléchir à l'objectivité de la psychiatrie, parce que ça nécessite pas de la psychiatrie qu'elle soit absolument indépendante des valeurs pour être une science. Et donc, je vais vous en dire un petit peu plus. C'est la troisième partie de mon exposé. Je vais vous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que ça veut dire les modèles sociaux de l'objectivité scientifique. Donc voilà, donc on peut passer à ça. Est-ce que l'objectivité sociale est une solution potentielle au débat fait-valeur qui structure la question de la définition du trouble mental? Pour bien comprendre un peu qu'est-ce que visent ces théories de l'objectivité sociale, on peut réfléchir au rôle des sciences dans nos sociétés. C'est intéressant quand même de voir que malgré toutes sortes de problèmes, de controverses qui ont touché la science au cours des dernières années, la confiance que les citoyens ont envers la science semble assez inébranlée, okay? Au sens où la science a toujours dans nos sociétés une certaine autorité puis une certaine légitimité. Quand la science produit des connaissances, on la croit. Okay? Puis, une façon d'expliquer cette autorité et cette légitimité que la science a dans nos sociétés, c'est de dire, dans le fond, la science, elle nous donne des connaissances sur des faits objectifs, empiriques du monde, et ça, on y croit. Okay? Donc, par exemple, la science nous permet d'aller sur la Lune, la science nous permet de guérir certaines maladies, etc. Et donc, la science la science produit des faits utiles, mais ils sont utiles parce qu'ils décrivent le monde tel qu'il est. Et donc, c'est pour ça qu'on croit à la science et c'est pour ça que la science a cette autorité ultime. Si vous pensez que la science a cette autorité-là parce qu'elle décrit le monde tel qu'il est, c'est possible que vous adoptiez ce qu'on appelle la conception traditionnelle de la science, où vous dites, dans le fond, la science, elle est indépendante des valeurs, elle traite uniquement des faits empiriques. La science est impartiale, ça décrit les choses. Vous adoptez probablement la conception traditionnelle de la science. Il faut savoir que cette conception traditionnelle de la science a été critiquée à partir des années 90, même un petit peu avant, notamment par ce qu'on appelle la philosophie féministe des sciences. La philosophie féministe des sciences a développé une conception alternative de la science qui dit que la science n'est pas absolument indépendante des valeurs. En fait, il y a plein de moments où la science est influencée par les valeurs et que ce n'est pas un problème. Donc, c'est une position assez radicale si on accepte la conception traditionnelle de la science. Mais ce que la conception alternative de la science dit, c'est que les valeurs peuvent être admises en science si leur présence est régulée. Et quand on pense à plein de sciences biologiques, sciences médicales, les sciences plus écologiques, sociales, mais c'est clair, je vais vous donner des exemples tantôt, c'est clair qu'il y a des valeurs qui sont présentes, mais ça ne fait pas des sciences biologiques, médicales, sociales, écologiques ou environnementales des mauvaises sciences. Okay? C'est juste, il faut se doter d'outils pour faire face aux valeurs plutôt que de considérer ces sciences-là comme justement des pseudo-sciences. OK.
Juste un petit exemple qui est un exemple classique de la philosophie féministe des sciences, c'est ce qu'on appelle la saga du sperme. Puis ça a donné, ça, mais vraiment aussi beaucoup d'autres exemples là, dans les années 90-2000 qui ont été discutés pour donner du poids à cette idée que, en fait, les valeurs imprègnent un peu les sciences qui touchent aux êtres humains. Donc, qu'est-ce que c'est la saga du sperme? C'est principalement défendu par Martin en 91. C'est l'idée que avant les années 90, quand on s'intéressait au processus de reproduction, puis notamment à cette idée de fécondation, on décrivait les spermatozoïdes comme des guerriers valeureux qui allaient aller féconder l'ovule passif et endormi. Donc, il y avait tout un langage métaphorique entourant cette idée-là de fécondation, très ancrée dans un langage guerrier, où évidemment les spermatozoïdes masculins étaient les guerriers et l'ovule était cette espèce de chose passive qui n'attendait que l'œuvre des spermatozoïdes pour se réveiller. C'est un peu comme la belle voix dormante des choses comme ça. Puis, à partir, en tout cas, au tournant des années 90, notamment avec l'arrivée de plus de femmes en sciences, on s'est rendu compte que ce langage-là était un peu biaisé et que ce biais-là masquait la réelle interaction entre l'ovule et le spermatozoïde qui expliquait réellement la fécondation. Okay? Et donc, autrement dit, c'est comme si le langage guerrier avait empêché les scientifiques de voir qu'en fait, le processus de fécondation est beaucoup plus interactif et il demande l'action à la fois de l'ovule et du spermatozoïde. Et donc, c'est un exemple qui est donné généralement en philosophie féministe des sciences pour montrer que dans des sciences, comme les sciences biologiques, les sciences médicales, certaines valeurs, certaines représentations sociales peuvent s'infiltrer et participer à l'élaboration de connaissances. Et donc, quelle serait la thèse de la philosophie féministe des sciences par rapport à ça? Pas nécessairement que les valeurs ici font des sciences biologiques ou des sciences de la fécondation, par exemple, des mauvaises sciences, mais qu'il n'y a pas eu de mécanisme satisfaisant pour identifier les valeurs en jeu, puis exclure celles qui étaient problématiques, ici des représentations un peu archaïques des genres. OK. Donc, je dirais pas plus sur l'histoire de la philosophie féministe des sciences, sur cette idée-là de valeur en sciences, parce que je vois le temps qui passe et je veux qu'on ait du temps pour les discussions. Mais je veux juste faire le lien, hein, parce que là, vous vous dites peut-être pourquoi il nous parle de la saga du sperme, on parlait du trouble mental. Mon idée dans ma tête, mon intuition dans ma tête, c'est que cette idée-là de distinction entre la conception traditionnelle de la science et la conception alternative de la science peut être porteuse, fructueuse en philosophie de la psychiatrie, notamment sur la question du trouble mental. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que plusieurs auteurs, dans leur acharnement à défendre l'idée que la notion de dysfonction doit fonder la définition du trouble mental, parce que c'est la seule façon de sauver la psychiatrie quant à son rôle, quant à son statut scientifique, s'inspire un peu de la conception traditionnelle de la science qui dit, mais la seule façon pour des sciences d'être des bonnes sciences, c'est d'exclure toutes les valeurs sociales et culturelles. Selon moi, c'est pas la seule façon pour les sciences d'être des bonnes sciences. Il y a d'autres façons, notamment défendues par la conception alternative de la science, qui, en philosophie de la psychiatrie, en tout cas quand j'ai fait ma thèse, qui était peu explorée, mais selon moi très prometteuse pour ce genre d'interaction fait-valeur qu'on retrouve en psychiatrie, en médecine, en sciences sociales, etc. OK, donc deux visions de la science, et moi, ce que je défends, c'est que la conception alternative de la science est en fait ce qui peut nous permettre de comprendre ce qui se passe en psychiatrie, dans plein de cas, notamment dans la définition du trouble mental. OK. Je pense que je n'aurai pas le temps d'aller en profondeur dans toutes ces théories-là de l'objectivité sociale. Je vais juste vous en présenter une. Puis dans le fond, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer comment cette théorie de l'objectivité sociale pourrait s'appliquer en psychiatrie au concept de trouble mental. Et donc, cette conception de l'objectivité sociale est ancrée dans ce qu'on appelle l'empirisme féministe. Plusieurs autrices ont défendu cette approche-là, Hélène Longino, Louise Anthony, Lynn Nelson. Donc, plusieurs autrices. Moi, c'est Longino, la théorie de Longino qui m'a inspirée davantage. Et donc, supposons que j'utilise ces théories de l'objectivité sociale
en sciences en général, qu'est-ce que ces théories-là défendent? Elles disent, ben, étant donné qu'il y a autant de valeurs sociales et culturelles dans la science, il faut penser à un concept d'objectivité qui va pouvoir adresser ou faire face à cette présence de valeurs-là sans demander leur élimination. Donc, c'est ce que fait le concept d'objectivité sociale. Il dit que, dans le fond, cette théorie-là dit que les processus sociaux de production de connaissances sont ce qui nous intéresse et on doit formater ou designer les communautés scientifiques pour ce que Longino appelle une critique intersubjective transformatrice puisse s'opérer. Et qu'est-ce que c'est, là, vraiment en 2 mots, la critique intersubjective transformatrice? C'est l'idée qu'il faut que la communauté scientifique puisse identifier et critiquer les valeurs problématiques et s'assurer que les valeurs qui guident la science sont les bonnes pour que la science puisse être objective. Donc, autrement dit, la critique intersubjective transformatrice donne des ressources pour critiquer les valeurs en science sans nécessairement attendre la science qu'elle élimine l'ensemble de l'influence des valeurs sociales et culturelles sur son travail. Longino défend de manière un petit peu plus explicite et en détail comment on peut parvenir à une critique intersubjective transformatrice. Elle développe des normes de l'objectivité sociale. Donc, elle dit notamment que les communautés scientifiques doivent avoir des espaces de critique ouverts pour que les gens puissent justement amener certaines critiques vis-à-vis, si on prend l'exemple de la saga du sperme, vis-à-vis justement les métaphores problématiques qui fondaient la science de la fécondation. Il faut aussi que les communautés scientifiques intègrent la critique et ne soient pas seulement tolérantes à la critique. Donc, autrement dit, si quelqu'un formule une bonne critique d'une théorie scientifique, ben, la communauté scientifique doit s'engager dans cette critique, pas seulement permettre l'expression de l'idée, mais aussi s'engager avec l'idée. Il doit y avoir des standards partagés et publics. Donc, la communauté scientifique doit être explicite et transparente sur qu'est-ce qui est une bonne science, quels sont les standards de validation, par exemple, dans une science, etc. Une autre norme, c'est l'égalité d'autorité intellectuelle tempérée. Toutes les personnes qui ont une expertise sur la science en question, indépendamment de leur appartenance à des groupes sociaux, genre, race, peu importe, peuvent participer à la science. Et donc, il ne faut pas, autrement dit, une façon vraiment plus explicite de dire, c'est qu'il ne faut pas de discrimination dans la science. Ce qui compte, c'est l'expertise et la capacité à participer intellectuelle, la capacité intellectuelle à participer à l'élaboration scientifique, pas l'appartenance à des groupes sociaux. OK. Maintenant, si on applique tout ça à la psychiatrie et à la définition du trouble mental, l'idée qu'il faut retenir, c'est que dans le fond, les structures par lesquelles, les institutions, les comités, les mécanismes de révision, par exemple du DSM, donc les structures par lesquelles le trouble mental va être défini et les troubles mentaux classifiés, doivent permettre la critique intersubjective transformatrice. Donc, il faut qu'il y ait ce genre de mécanismes-là qui sont capables d'identifier les valeurs en jeu et les critiquer pour que la psychiatrie puisse prétendre à son titre de science. Donc, je veux vraiment insister là-dessus. L'idée, c'est que la psychiatrie peut être une science légitime si elle se dote de structures pour faire face aux valeurs qui probablement influencent une grande partie de son appareillage théorique et empirique. OK. Quelle heure est-il? Je pense que je vais passer ça. J'avance un petit peu. Donc, si on va être un petit peu plus concret, puis on réfléchit, OK, ben comment on pourrait, dans le réel, appliquer ces normes qui sont un peu abstraites, là, les normes de l'objectivité sociale. Puis si on pense au DSM et à la définition du trouble mental, une première chose qu'on peut noter, c'est que dans les structures de révision du DSM, du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, il n'y a pas à proprement parler, en tout cas très peu, de structures pour évaluer les valeurs potentiellement en jeu dans la définition du concept de trouble mental, mais aussi dans les diagnostics spécifiques. Et donc, une possible solution, si on s'inspire des modèles sociaux de l'objectivité, ça serait de créer des panels ou des comités responsables d'identifier les valeurs et d'identifier les valeurs dans les catégories de diagnostic et dans la définition du trouble mental. Et donc, le rôle du panel, du comité, c'est de rendre explicites les valeurs en jeu et de potentiellement les critiquer et potentiellement aussi de suggérer des moyens pour minimiser les conséquences préjudiciables amenées par la définition s'il y en a. Donc, l'idée, là, vraiment, c'est que si on pense à une définition socialement construite
et objective du trouble mental, ben, il faut des processus, des structures qui permettent la critique intersubjective transformatrice, notamment une, euh, une façon concrète d'avoir ça, ben, ça serait justement un panel, une institution comme un panel, un comité qui permet de faire ce genre de choses. OK, je passe aussi rapidement là-dessus. J'en arrive à ma conclusion pour qu'on puisse discuter. Donc, simplement pour résumer un peu ce que je viens de dire dans la présentation. Donc, on avait un problème au départ avec la définition du trouble mental. Hein. Le problème, c'était la tension entre faits et valeurs dans la définition. Qu'est-ce qui détermine ce qui est un trouble mental? Est-ce que c'est la projection de nos valeurs sociales et culturelles ou est-ce que c'est les faits scientifiques? Puis, une intuition derrière ce débat-là, c'est que si jamais c'est les valeurs sociales et culturelles qui déterminent le contenu de la définition du concept de trouble mental, ben c'est un problème pour la psychiatrie parce qu'elle ne peut pas être une science parce que les sciences ne sont pas influencées par les valeurs. La part des théories de l'objectivité sociale, je pense en psychiatrie, mais probablement dans d'autres sciences, c'est que les valeurs ont leur place en psychiatrie si elles sont explicites et régulées. Et donc, implication de ça, elles ont leur place dans la définition du trouble mental s'il y a des structures qui permettent de les réguler. Donc, conclusion, une définition socialement construite et objective du trouble mental est possible. Donc, encore une fois, pour être super explicite, selon moi, les théories de l'objectivité sociale, c'est une solution au problème de la scientificité de la psychiatrie. La psychiatrie peut être influencée par les valeurs sociales et culturelles sans perdre son statut de bonne science ni son objectivité. Ça permet de dépasser l'opposition naturaliste, normativiste ou théorie des fonctions objectivistes et constructivisme que j'ai présenté au début. Ça permet de dépasser ça parce qu'on justement, dans ces modèles-là de la science, on n'a pas d'opposition entre faits et valeurs, on a une intégration des faits et des valeurs. Mais, c'est intéressant, ça implique aussi certaines injonctions vis-à-vis de la psychiatrie contemporaine. Comme je l'ai dit précédemment, en tout cas, du moins pour le DSM, il n'y a pas à proprement parler de structures officielles qui permettent d'identifier les valeurs qu'on pourrait considérer problématiques et de les réguler. Donc, si la psychiatrie américaine veut être une bonne science, elle devrait répondre aux normes de l'objectivité sociale, donc se doter de ces structures. C'est intéressant, je pense, d'utiliser ces théories de l'objectivité sociale parce que ça permet de réfléchir à de nouvelles questions pour la psychiatrie, la philosophie de la psychiatrie. Donc, un des éléments que j'ai pas beaucoup discuté dans la présentation, mais qui est intéressant pour les théories de l'objectivité sociale, c'est que une des thèses de Longino et de l'empirisme féministe, c'est que plus vous avez une communauté scientifique diversifiée, plus vous allez être capable d'identifier puis de critiquer les valeurs qui sont en jeu parce que tout le monde n'a pas la même perspective. Donc, les gens sont plus capables de voir les valeurs qui sont en jeu. Donc, ça permet de réfléchir, dans le fond, à quel genre de communauté scientifique on voudrait avoir en sciences puis en psychiatrie, comment penser la diversité. Aussi, deuxième question, quels sont les meilleurs mécanismes structurels ou institutionnels qui permettent de parvenir à des bonnes décisions sur les valeurs en sciences? Comment s'entendre sur des valeurs? Hein? Un autre enjeu, évidemment, quand on admet la présence des valeurs en sciences, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes valeurs. Fait que, comment on fait pour accommoder les désaccords sur les valeurs? Que faire lorsque la diversité et l'inclusion en sciences mènent à des accords importants? Un peu la même idée. Puis ça, c'est une question qui m'intéressait le plus en tant que philosophe de la psychiatrie. Est-ce que d'autres débats en philosophie de la psychiatrie pourraient être dépassés grâce aux outils de l'objectivité sociale? Donc voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre attention. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup Anne-Marie pour ton exposé. Alors donc là pour les questions, on peut prendre des questions à la fois dans la salle, auquel cas la personne vient devant mon écran, ou bien donc sur Zoom, auquel cas la personne peut se signaler en levant la main. Moi je sais que j'ai beaucoup de questions, mais je ne suis pas du tout prioritaire pour les poser. Donc est-ce qu'on a des questions là déjà dans la salle? Il y en a, vas-y Florian si tu veux descendre. On a une première question. Je laisse l'étudiant rejoindre mon écran. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir par rapport à la dépathologisation de l'homosexualité,
Est-ce que vous pourriez donner un peu un historique? Est-ce que, par exemple, il y a un panel qui a été impliqué, comme vous en parliez à la fin? Et comment est-ce que ça a été justifié aussi que bah, ça avait pas lieu d'être dans la psychiatrie, que voilà, c'est juste une norme? Oui, super question. C'est vrai que je suis passée très vite là-dessus. Mais donc, en fait, c'est assez intéressant parce que justement, la psychiatrie, ou en tout cas l'Association de psychiatrie américaine, qui est en charge de la révision du DSM, et donc la pathologisation de l'homosexualité dans ce cas-là, avait pas de structure officielle pour justement entendre les voix des personnes homosexuelles à l'époque. Donc, comment ça s'est passé, c'est que les groupes, les représentants de groupes de lutte pour les droits des personnes homosexuelles ont fait des manifestations, par exemple, devant les locaux, devant les conférences de l'Association de psychiatrie américaine. Donc, il y a eu vraiment des moyens de pression au sens classique du terme, manifestation, lobbying, etc. Mais une chose qui est intéressante aussi, c'est que dans l'Association de psychiatrie américaine, il y avait des psychiatres homosexuels qui ont eux aussi pris la parole pour défendre l'idée que l'homosexualité n'était pas une pathologie. Fait que dans le fond, il n'y avait pas de mécanisme structurel explicite, mais c'est quand même arrivé à cause de moyens de pression traditionnels et aussi de la présence d'une certaine forme de diversité en psychiatrie où justement les personnes homosexuelles pouvaient attester de leur propre expérience. Puis c'est intéressant aussi parce que la justification de la pathologisation de l'homosexualité à l'époque, c'était l'idée que l'homosexualité est pathologique parce que nécessairement elle mène à une vie moins heureuse. Donc les gens, donc, ben, c'est ce qui n'a pas de sens, puis aujourd'hui on le sait, mais c'est comme si c'était un billet sur qu'est-ce que serait la vie d'une personne homosexuelle. Puis justement, le fait que dans la composition de l'association de psychiatrie américaine, il y avait des experts qui pouvaient attester du fait que c'était pas du tout vrai pour eux. Ça a donné quand même beaucoup de poids aux revendications un peu plus communautaires. En tout cas, fait, bon, je veux pas en parler longtemps, mais c'est ça. Mais donc, si on remonte, si on fait l'historique un peu de ce moment-là en particulier, c'est comme ça que ça s'est passé. Fait que quelqu'un pourrait dire, ah, mais c'est quand même possible de voir qu'il y a des valeurs en jeu malgré la présence de mécanismes structurels. C'est juste que, tu sais, je pense que ça prend, ça prend beaucoup plus de moyens. Puis potentiellement, il y a des valeurs qu'on va pas voir parce qu'il y aura pas cette organisation-là qui va se mobiliser pour faire voir l'existence de valeurs. Je sais pas si ça répond à la question. Alors, oui, oui, merci. C'est vraiment comme un héritage un peu de Stonewall, de ACT UP, tout ça, des choses, des organisations comme ça. Ben, oui, c'est un bon parallèle, en fait, mais en fait, ACT UP est venu après. Dans le fond, il y avait, parce que dans le fond, là, on est comme dans les années 60-70, il y a l'émergence des mouvements de lutte pour les droits féministes, les droits des personnes homosexuelles, les droits des personnes racisées, par exemple. Donc, tout ça émerge dans les années 60-70. Donc, c'est sûr qu'il y a comme une mobilisation déjà en place qui permet aux groupes de pression pour les droits des personnes homosexuelles d'aller justement pointer une cible comme la pathologisation de l'homosexualité. Puis après ça, ACT UP, justement, surfe sur cette mobilisation déjà existante pour après ça faire valoir d'autres types de droits, notamment l'accès au traitement, par exemple, pour le sida, ce genre de choses-là. Oui. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur Zoom? D'accord, bon, j'en ai plusieurs, je vais en poser qu'une pour le moment. Je vais commencer par, donc, tu as mis en avant que les valeurs ne sont pas forcément, enfin, voilà. Je vais pas refaire tout ton exposé, mais sur la question de la régulation des valeurs, est-ce que réguler les valeurs, c'est équivalent à chercher à uniformiser le champ disciplinaire? Et donc, à quel point est-ce que ce ne serait pas qu'un vœu pieux dans un contexte où la psychiatrie aujourd'hui, pas seulement pour des raisons du coup de valeurs, mais aussi pour ou alors des valeurs qui sont aussi épistémiques et pas seulement non épistémiques. Aujourd'hui, la psychiatrie, elle est complètement désunifiée, elle est plurielle. Donc voilà, ma question, c'est un petit peu là, quelle tension il peut y avoir entre régulation des valeurs et pluralité de faits de la psychiatrie
au-delà de la question des valeurs? Ouais, c'est une hyper bonne question. Ben, c'est la question du pluralisme, là, c'est ça. Puis, il y a plein de formes de pluralisme en philosophie des sciences, mais celui-là, il vient complexifier la donne parce que c'est un pluralisme des valeurs qui s'ajoute à plein de formes de pluralisme, le pluralisme méthodologique, par exemple, ce genre de choses-là. Euh, Puis, c'est vrai que dans les travaux des pionnières de la philosophie féministe des sciences, cette question-là, elle se pose moins parce que l'objectif, c'est plus de démontrer l'existence de valeurs en sciences, puis de montrer des cas historiques où la présence de diversité a permis d'identifier les valeurs en sciences. Fait que c'est vrai que les théories, en tout cas dans les années 90-2000, visent moins à répondre aux problèmes du pluralisme, parce que c'est comme pas le principal... il y a des choses plus urgentes à régler pour les philosophes féministes des sciences dans les années 90, notamment de démontrer qu'il y a des valeurs en sciences qui n'étaient pas du tout gagnées d'avance. Fait que c'est ça, moi je dirais que là, moi je me suis beaucoup inspirée de Longino, qui est une empiriste féministe. Il y a un autre courant majoritaire en philosophie féministe des sciences qui est la théorie du standpoint, la théorie du point de vue situé, qui, disons, je pense que les deux font face à ce genre de problème-là, puis je pourrais pas dire qu'il y a comme une réponse consensuelle en philosophie féministe des sciences sur l'enjeu du pluralisme. Ce que je peux dire, c'est que c'est un débat d'actualité. Parce que c'est ça. En tout cas, moi, personnellement, si on parle juste de la psychiatrie, j'avoue que j'ai réfléchi au pluralisme. Pour moi, le pluralisme est nécessaire en psychiatrie. Parce qu'il y a il y a plein de besoins puis il y a plein de valeurs. Puis fait que je pense qu'il y a vraiment de la place pour un pluralisme des valeurs en psychiatrie. Mais c'est ça. Puis une fois que ça c'est dit, comment le mettre en pratique, étant donné la structuration des sciences. On sait que les sciences de psychiatrie, en tout cas en Amérique du Nord, sont dominées par le DSM. Comment c'est possible de penser un pluralisme s'il y a une domination d'une approche théorique? Je pense, là, j'ai vraiment pas de réponse. Mais en tout cas, juste pour dire, je pense que c'est vraiment une bonne question, c'est intéressant de réfléchir. Je sais pas si toi-même tu as des pistes ou. Bah, non, je n'ai pas encore de piste, hein, parce que c'est aussi des grandes questions que je me pose. On en avait un petit peu parlé. Moi, je me questionne aussi sur la question de la technique et la possibilité de parler de la pluralité de la psychiatrie au regard de la diversité des techniques qu'elle utilise, y compris du coup la diversité des techniques de classification. Et comment est-ce que enfin pour moi, enfin, au stade où j'en suis de mes réflexions, pour moi, la question des valeurs, elle vient juste mettre encore plus de complexité dans tout ça. Et est-ce qu'on aura un modèle ou des propositions de méthodes de régulation des valeurs et de la pluralité, y compris au regard de la pluralité des techniques? Enfin, voilà, je ne sais pas encore comment tout ça va pouvoir prendre forme, mais c'est une question qui est passionnante. Et je serais très très contente qu'on puisse rééchanger là-dessus et avancer ensemble là-dessus. Avec plaisir. Xavier, tu voulais poser une question? Merci beaucoup pour votre exposé. J'avais deux questions qui vont prolonger un peu la question d'Élodie. La première porte sur les valeurs, enfin les deux vont porter sur les valeurs, mais de deux points de vue différents. La première donc porte sur les valeurs. Alors vous avez bien montré que votre sujet, c'est comment dépasser cette opposition fallacieuse entre l'objectivité et la présence de valeurs dans ce dont on parle, c'est-à-dire la psychiatrie. Donc là, c'est très convaincant. Mais vous parlez, enfin, je constate que vous parlez de valeurs sociales et culturelles. Or, quand il est question de médecine et de valeurs, il peut être question d'autres registres de valeurs, par exemple les valeurs vitales chez Guillem, ou bien les valeurs épistémiques. Et je veux dire par là, si on se réfère à d'autres domaines, comme ceux dont on a parlé ailleurs, notamment ce matin dans la conférence de la fin de la matinée, si on regarde la cancérologie, bon, ben, il y a clairement des choix épistémiques qui sont faits, qui ont été faits à un moment donné, en disant, par exemple, en regardant le niveau génomique, c'est là qu'on va pouvoir produire des connaissances nouvelles. Et donc, on va mettre en place des technologies qui vont permettre d'analyser de façon étendue ce niveau de complexité du vivant, peut-être au détriment d'autres. Donc, il y a de vrais choix épistémiques. Donc, première question, quelle place pour ces valeurs qui ne sont pas complètement dépourvues de dimensions sociales et culturelles, mais qui sont proprement épistémiques dans votre analyse de ce dépassement entre valeur et objectivité. Et puis l'autre question qui est connexe,
Alors, c'est une déformation institutionnelle peut-être ou professionnelle, c'est que nous, on regarde cette question des valeurs par le prisme de la technique, ou des techniques qui les rendent effectives, ces valeurs, qui contribuent à les rendre opérationnelles. Et du coup, comme j'ai pas entendu ça dans votre passionnant parcours historique dans votre analyse, je me demandais quelle place on pourrait faire justement aux techniques de la psychiatrie dans la promotion de certaines valeurs qui ne seraient pas du tout antinomiques de la fabrique de l'objectivité, qui seraient bien présentes dans sa psychiatrie, dans sa dimension fabrique de savoir, science, mais qui impliqueraient une analyse des techniques en tant qu'elles rendent ces valeurs effectives ou des valeurs sociales, psychologiques, enfin culturelles. On a toute une littérature sur la façon dont les techniques peuvent implémenter et rendre effectives, opérationnelles des valeurs de toutes sortes. Vous voyez, donc, deuxième question connexe de la première, c'est la place de la technique dans cette réflexion sur objectivité et valeur. Oui, c'est deux très bonnes questions. Pour répondre à la première, donc la distinction valeur épistémique, valeur non épistémique, puis quelle est la place des valeurs épistémiques. C'est intéressant parce que c'est vrai que en tout cas pour la question de la définition du trouble mental, c'est vrai que pour moi, l'intérêt était davantage du côté social, culturel, moins épistémique. Mais dans la littérature en philosophie féministe des sciences, notamment Hélène Longenot, a des articles vraiment intéressants où elle, peut-être que vous, peut-être que vous savez en fait, mais des articles vraiment intéressants sur l'idée que même la distinction épistémique, non épistémique n'est pas si claire. Ça peut être utile pour penser certains cas spécifiques, mais elle fait l'argument que parfois pour prioriser une valeur épistémique par rapport à une autre, productivité par rapport à clarté, je sais pas, productivité par rapport à esthétique, là, ou comment on appelle ça, élégance d'une théorie, par exemple, ben, souvent, ce qui va motiver le choix entre les deux, ça va être justement une valeur sociale et culturelle par rapport à une autre. C'est le rôle de la science dans la société. Quel est son rôle? Puis justement, si on pense que la science doit produire des connaissances utiles, ben, peut-être on va vouloir une priorité des valeurs épistémiques qui sont davantage tournées vers la productivité plus que par l'élégance, etc. Fait que, là, j'ai pas de réponse absolue par rapport à la place des valeurs épistémiques, non épistémiques, mais en tout cas, une des thèses qui est défendue par les philosophes féministes des sciences, c'est que la distinction entre les deux, en tout cas, il y a beaucoup plus une interaction entre les valeurs épistémiques et les valeurs non épistémiques que ce qui a été défendu avant l'émergence de la philosophie féministe des sciences. Mais c'est ça, je pense que vos questions sont quand même liées parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à penser que, par exemple, dans l'émergence des techniques, peut-être que les questionnements sont davantage en tout cas, que l'influence des valeurs est davantage épistémique que non épistémique, mais là, ça dépend de ce qu'on veut dire par technique. C'est un terme vague qui peut vouloir dire beaucoup de choses, mais une chose qui m'intéresse, je ne sais pas si on pourrait considérer ça comme une technique, mais m'intéresse à l'approche de la médecine basée sur les évidences, puis comment on évalue l'efficacité de certains traitements par rapport à d'autres. Puis j'ai l'impression que ce débat-là a été beaucoup structuré par cette idée-là de quelle valeur épistémique est en jeu, puis comment on hiérarchise les preuves, dans le fond, en médecine, mais que justement, on a un peu laissé de côté l'idée que même dans cet appareillage-là de production de preuves, il y a des choix qui sont liés à des valeurs sociales et culturelles. Moi, je m'intéresse à l'évaluation de l'efficacité du support par les pairs en médecine. Mais c'est juste la définition du support par les pairs, puis comment on va opérationnaliser ce concept-là. Pour moi, il y a vraiment l'influence des valeurs sociales et culturelles à l'œuvre, mais c'est comme si c'était un peu laissé de côté. Et en tout cas, c'est un nouveau champ de recherche qui s'ouvre pour moi, là, tout ce champ-là de la médecine basée sur les évidences, mais mon postulat méthodologique, c'est qu'il va y avoir des valeurs sociales et culturelles, souvent masquées parce qu'on s'y est pas intéressé. Fait que j'imagine que dans le développement d'autres formes de techniques, mon hypothèse biaisée là, par mon intérêt pour la philosophie féministe des sciences, c'est qu'on va trouver, en tout cas, ça serait très surprenant que dans les techniques qui sont issues de sciences biologiques, médicales, etc., il n'y ait pas d'influence de valeurs sociales et culturelles. Voilà. Mais je ne veux pas en dire plus, c'est un nouveau projet pour moi, mais ouais.
En fait, pardon, juste une précision. Merci de votre réponse qui est claire, mais ma question, elle était plus sur en fait, le statut des valeurs et Hum. valeurs sociales et culturelles. Bien sûr que dans les valeurs épistémiques, il y a une composante non épistémique, des choix de valeurs hautes, mais c'était pas ça le cœur de ma question. Ma question, c'était est-ce que, je la reformule, est-ce que on risque pas finalement d'essentialiser les valeurs sociales et culturelles, alors que bah, ce qu'on sait bien, c'est que ces valeurs sont, comme les valeurs épistémiques, sont travaillées, sont opérationnalisées à travers des processus, alors des processus qui sont effectivement à travers des collectifs, à travers des pratiques, mais aussi, impliquant aussi des techniques. Voilà, donc c'était plutôt le statut de la référence à ces valeurs et le statut de ces valeurs elles-mêmes dans l'explication, ou en tout cas dans l'analyse de la psychiatrie et de ses évolutions. C'est ce risque d'essentialisation des valeurs où on va faire de la valeur, si vous voulez, une sorte enfin, de source d'explication ou de ce à quoi il faut se référer comme ce qu'il faudrait clarifier en soi, comme s'il y avait des valeurs en soi qui agissaient à travers les pratiques des médecins, à travers les pratiques scientifiques et les savoirs qu'ils produisent, etc. Donc c'est plus le statut des valeurs, en fait. Ouais, ok, donc j'ai mieux compris, merci. Ben, je pense que c'est vraiment un bon point. En fait, je pense que vous avez probablement raison que, un peu comme dans ma réponse à Elodie, je pense que il y a une explication historique à ça, au sens où il fallait tellement démontrer l'existence des valeurs qu'on s'est moins intéressé à d'où viennent-elles. L'idée, c'est vraiment juste, elles sont là, que faire? Euh, Puis les mécanismes, ou en tout cas l'intérêt aux structures de production, ont plus visé les mécanismes de production du savoir, moins les mécanismes de production des valeurs. Mais fait que je trouve que c'est vraiment une bonne question. J'avais jamais pensé à ça comme ça, mais je pense que c'est vrai que il y aurait du travail à faire aussi sur quels sont les mécanismes de production des valeurs, puis qu'est-ce qui peut mal aller ou bien aller, peu importe, dans ces mécanismes là. Ouais, c'est vraiment intéressant. Faudrait que j'y réfléchisse davantage. Franchement, j'ai pas de, j'avais jamais pensé à ça comme ça, donc je j'ai pas de réponse spontanée, mais Ce que je trouve intéressant dans les approches pragmatistes plus contemporaines de la science, c'est justement, enfin, si on se réfère à dire oui, il n'y a pas de valeur en soi, il y a des mm, processus d'évaluation qui sont situés, qui sont contextualisés, qui sont instrumentés aussi. Et je pense, je vous rejoins dans ce que vous venez de dire. Ce qui est intéressant, c'est d'examiner ces mécanismes, ces processus très concrets de fabrique des valeurs en même temps que de fabrique des savoirs, qui permet d'éviter justement la référence à ce qui serait un corpus de valeurs sociales, culturelles, essentialisées, hein, et qui viendrait déterminer un peu les prises de position dans le champ psychiatrique. Enfin ouais, voilà. je pense que c'est vraiment une question porteuse. Parce que c'est ça, je pense que la philosophie féministe des sciences, en tout cas peut-être pas toujours, mais souvent, tu sais, elle a comme une limite au sens où, étant donné ses intérêts, elle arrive souvent à dire, ben ok, puis il y a des valeurs, parfois il y a des désaccords de valeurs, puis voilà, puis elle fait c'est plus une analyse descriptive des valeurs en jeu, puis là elle dit, ben après ça, il faut débattre des valeurs, décider lesquelles sont les bonnes, lesquelles sont moins bonnes. Puis là, j'avoue que c'est vrai que là, c'est peut-être, étant donné que c'est des personnes qui étaient davantage formées en philosophie des sciences, peut-être moins en tout cas, en théorie des valeurs, ce genre de choses-là, c'est vrai qu'il y a peut-être une vision naïve de la valeur comme quelque chose d'abstrait qu'il faut, tu sais, faudrait tendre vers la bonne valeur ou fait que ouais, c'est assez intéressant. Je sais, en tout cas, là, c'est vraiment hors de mon expertise, mais je sais qu'il y a certaines théoriciennes, de la philosophie féministe des sciences, qui ont défendu des approches des valeurs comme la valeur peut être prouvée, par exemple, une valeur peut être meilleure qu'une autre, puis on peut le prouver. Fait que, tu sais, je sais que ça existe, mais là, j'avoue, j'ai pas, moi, c'est pas, ouais, faudra... En tout cas, votre question m'inspire, me donne à penser puis à lire davantage. Fait que c'est super. Peut-être que éventuellement j'aurai une réponse plus détaillée à ça. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce qu'il y a des questions en salle? Oui, alors on a des. Vas-y, tu peux venir, on a une question dans la salle. Alors, j'ai un peu du mal à la formuler, mais en gros,
on a vu que la présence justement de valeurs dans la science, en fait, bah, les valeurs sont présentes dans la science et on vous l'a montré à travers d'exemples historiques. Mais justement, est-ce que le fait, par exemple, de renforcer la présence de valeurs dans la science, sachant que la science, elle est aussi liée à des enjeux économiques, politiques, notamment au niveau du financement de la recherche, ben en fait, ça créerait pas des problèmes en fait de prédominance de certaines valeurs liées à des groupes particuliers, justement des groupes peut-être dominants. Et du coup, en fait, est-ce que au final, ça créerait pas l'effet inverse à la place de mettre en valeur la pluralité des valeurs? Est-ce que ça réduirait pas les valeurs de la science à des valeurs spécifiques établies par un groupe dominant? Ouais, c'est une super question. Euh, ouais, c'est intéressant, hein. C'est ça, il y a des réactions à la philosophie féministe des sciences qui ont dit, en fait, la philosophie féministe des sciences, elle a peut-être pas nécessairement démontré pleinement que les valeurs étaient légitimes. Dans le fond, ce qu'elle dit, c'est les valeurs sont présentes, puis là, étape supplémentaire, les valeurs sont présentes, les éliminer est quasi impossible, donc faisons avec, puis dotons-nous de mécanismes pour faire face aux valeurs, dans le fond. Mais il y a certaines personnes qui ont dit, ben, la philosophie féministe des sciences a été extrêmement convaincante pour montrer qu'il y avait des valeurs à l'œuvre, mais est-ce qu'on les veut, est-ce qu'on veut conserver les valeurs? Là, il y a peut-être un élément supplémentaire à ajouter que j'ai pas présenté dans la présentation, qui est que dans le travail de la philosophie féministe des sciences, il y a certaines thèses qui ont été élaborées qui montrent, selon moi, de manière assez convaincante, que dans plusieurs cas, on ne peut pas exclure les valeurs. Si on le fait, on n'a pas un tout cohérent. C'est-à-dire qu'on peut pas expliquer. Là, je veux pas, je veux faire une réponse courte, mais disons que quand on reconstruit des théories scientifiques, si on exclut les valeurs, il y a des liens logiques qui nous montrent que les valeurs ont vraiment c'est comme une espèce de pièce du puzzle. Puis si on n'a pas la valeur, le puzzle n'est pas complet. Puis là, j'entre pas dans les détails, mais ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser. Si cette thèse-là est vraie, elles ont raison, les philosophes féministes des sciences, de dire, ben, il faut faire avec les valeurs parce qu'elles sont un maillon central des théories scientifiques. Fait qu'on peut pas s'en échapper. Mais cela étant dit, je pense que la question est pertinente au sens où même si elles ont raison, puis même si un des maillons des théories scientifiques, c'est les valeurs, après, comment éviter que les valeurs dominantes soient celles qui influencent la production scientifique? Est-ce que, comme Hélène Longineau le défend, par exemple, la diversité dans la science est suffisante? Je pense qu'il y a certaines critiques qui ont été lancées à Hélène Longineau justement en disant, ben, pas, juste la diversité en elle-même est probablement pas un mécanisme assez fort pour exercer ces rapports de pouvoir qui sont structurants dans plein de communautés. Ces rapports de pouvoir-là vont probablement être structurants aussi dans les communautés scientifiques. Fait que comment on fait face à ça? Fait que là, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a les théories féministes de l'objectivité, en tout cas, historiquement, se sont moins intéressées à ces rapports de pouvoir-là. Puis là, c'est peut-être à la philosophie politique d'entrer dans le débat, parce que les philosophes politiques ont pensé à ce genre de rapport de pouvoir, de domination, comment les éviter, etc. Mais c'est ça, je pense que peut-être que la philosophie féministe des sciences s'est moins montrée intéressée à ce genre de structuration spécifique de comment faire face au rapport de pouvoir en sciences. Puis c'est ça, je pense que ça mérite d'être complété. Fait que super question parce que c'est vrai que en tant que tel, les outils sont pas nécessairement là, puis je pense qu'il y a moyen de compléter avec d'autres théories politiques, par exemple. Merci beaucoup. Et on a encore un petit peu de temps pour une à deux questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions là dans la salle? Non, moi j'en ai encore eu. Ah si, vas-y, bah vas-y Vincenzo, vas-y. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une toute petite question. Je me demandais si, justement, il y avait déjà eu des tentatives. Donc, vous avez parlé, par exemple, de panels qui pourraient aider éventuellement à identifier des valeurs sous-jacentes à certaines catégories du DSM. Et donc, je comprends que voilà, c'est une proposition, mais je me demandais si vous avez connaissance de tentatives de ce type voilà, ces dernières années. Oui, c'est une bonne question. Puis quand même, à la décharge de l'Association de psychiatrie américaine, ils sont quand même
ces associations-là assez réactives aux critiques. Puis donc, une des critiques, ça a été l'exclusion de certains groupes de ces structures. Puis, tranquillement, ils sont en train de mettre en place des mécanismes d'inclusion. Fait que oui, fait qu'il y a des tentatives. Une tentative qui me vient à l'esprit, c'est le fait que, pour le moment, en tout cas, c'est une tentative, mais qui pourrait être améliorée, mais il y a un représentant de patients sur le conseil administratif de l'Association de psychiatrie américaine. Après, il faut voir que l'Association de psychiatrie américaine, c'est des centaines de personnes. Là, il y a un représentant officiel. Fait que quand on parle justement de rapport de pouvoir puis de comment structurer les associations, là, c'est clair qu'un contre des centaines, peut-être qu'on n'a pas inversé le rapport de pouvoir. Mais fait que ça, c'est une chose à laquelle je pense, c'est l'inclusion. Il y a une autre façon d'inclure, là, qui est que dans le fond, quand quand ils révisent le DSM, il y a des ébauches de modifications qui sont publiées en ligne, puis dans le fond, les non-experts peuvent aller faire des commentaires sur les ébauches. Fait que ça, c'est une autre façon, dans le fond, d'avoir une forme de dialogue. Après, c'est un mécanisme consultatif qui a 0 poids, c'est-à-dire que fait que il y a des rapports qui sont publiés après sur comment les différents comités se sont intéressés à ces commentaires-là. C'est un peu aléatoire. Il y a des comités qui sont super intéressés par les commentaires du public. Donc là, on a vraiment des évidences que ils ont pris les commentaires, ils ont intégré, ils ont réfléchi à ça. Mais de manière générale, il n'y a pas vraiment de mécanisme qui s'assure que les commentaires sont transmis. Puis aussi, il y a plein de problèmes avec l'enjeu du commentaire parce que c'est n'importe qui peut venir s'exprimer. Mais on pourrait vouloir que certains groupes s'expriment plus que d'autres, notamment les patients. Il y a plein de choses à dire sur différents mécanismes. Puis il y a un autre comité qui a été créé, je pense que c'était dans le DSM-5 là, qui a été publié en 2013. C'est un comité, comment on appelle ça, de la santé publique, une affaire comme ça. Puis je pense que c'est peut-être là où il y a le plus de place pour des discussions sur les valeurs, au sens où ils s'intéressent à quelles vont être les implications sociales de changement dans les critères diagnostiques. Par exemple, si on enlève un critère diagnostique, quelle va être l'implication sociale. Mais dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que le comité, il est après, dans le fond, dans les étapes, c'est comme le comité scientifique qui révise les évidences, blablabla, qui fait des recommandations, puis là, le comité de santé publique va voir qu'est-ce qui a été proposé. Fait que c'est sûr que c'est aussi la dichotomie reste, au sens où tu as d'abord les évidences scientifiques, puis après le comité de santé publique, alors qu'on pourrait imaginer des processus plus interactifs où les valeurs sont peut-être identifiées dès le début. Enfin, fait que là, j'arrête. Je pourrais en parler longtemps, j'arrête ma réponse, mais oui, fait qu'en tout cas, la réponse est oui, il y a des initiatives quand même, je pense, qui sont pas aussi idéales que qu'est-ce que moi je défends. Mais après, je pense que c'est aussi important faut que les structures conviennent aux institutions, là. Dans le fond, je pense qu'il y a des raisons qui motivent les concepteurs de ces processus-là de faire comme ça, mais c'est vrai que sur certains aspects, c'est insatisfaisant. En même temps, ça démontre quand même une volonté, en fait, d'être réceptif à une critique non psychiatrique, là. Fait que ça, je pense que c'est bien. Merci beaucoup. C'est bien, merci. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On arrive à la fin du créneau qu'on s'était donné. Donc, merci encore, Anne-Marie, de t'être rendue disponible depuis le Québec. C'était passionnant, à la fois la présentation et la discussion. Donc, merci encore. Merci beaucoup.